Bon, mais merci beaucoup à vous d'être là ce soir pour continuer donc notre séminaire de recherche en philosophie du droit, donc sur la corruption. Alors la semaine dernière, nous avions pu avoir un exposé de Thierry Ménissier qui nous a un petit peu développé le concept même de corruption. Et aujourd'hui, nous allons être peut-être toujours un petit peu dans le conceptuel, mais en tout cas plus dans l'ancrage historique de la notion de corruption. Alors nous avons le plaisir d'accueillir Frédéric Monnier, qui est professeur des universités à l'université d'Avignon. Il est professeur d'histoire contemporaine, alors 20e siècle, mais aussi un petit peu 19e. Et alors, il travaille de plus en plus sur la corruption. Alors, il a écrit notamment un petit ouvrage qui s'appelle « Corruption et politique, rien de nouveau » aux éditions Armand Collin en 2011. Un ouvrage collectif aussi en 2012 qui s'appelait « La politique vue d'en bas » aux éditions Armand Collin. Et enfin, là, tout dernièrement, en 2013, il a coordonné la revue « La corruption et ses critiques » des débats en Europe vers 1900, cahier Jean Jaurès. Voilà, donc Frédéric Monnier va nous parler aujourd'hui donc de l'histoire et de l'historiographie européenne de la corruption, valeurs publiques et critiques des patronages. Donc je vous laisse tout de suite la parole, Frédéric. Merci pour cette présentation, puis surtout merci pour votre invitation. S'agissant d'un séminaire que j'aimerais suivre, si j'étais moins loin de Paris que je ne le suis à l'heure actuelle, et s'agissant aussi d'un lieu que je découvre avec plaisir et je dirais de spécialités disciplinaires qui ne sont pas les miennes. Et ça m'intéresse évidemment d'autant plus d'engager le débat avec vous. Je souhaite vivement qu'on en ait le temps. Alors ce que je souhaite présenter devant vous, c'est plusieurs résultats d'un programme de recherche franco-allemand qui s'appelle donc Politik et Korruption, Politische Korruption, qui est un programme mené de manière comparative ou dans un esprit comparatiste des deux côtés du Rhin, plus largement dans l'espace européen, sur l'histoire de l'émergence de la question de la corruption à l'époque contemporaine et de ses évolutions. Alors si ce programme a été créé, a pu voir le jour, c'est qu'il y a un renouveau, en tout cas de l'histoire de la corruption, un renouveau de l'historiographie depuis une dizaine d'années. On le voit bien au rythme des publications collectives sous forme de numéros spéciaux de revues, de livres collectifs, publiés notamment en Allemagne, aux Pays-Bas et en Grande-Bretagne sur ces sujets, avec une modification des perspectives de recherche, des méthodes de travail, sous l'influence des sciences sociales du politique, comme souvent en histoire maintenant, mais ce n'a pas toujours été le cas. Et donc ce que je souhaite vous proposer, c'est un premier bilan de ces études récentes, en pointant un petit peu par patriotisme de programme de recherche, ce que nous avons fait ou sommes en train de faire en ce moment. Et il me semble que les acquis scientifiques sont assez éclairants, et les débats en cours également. Alors, je reprends évidemment le texte que j'ai envoyé il y a de cela, je ne sais plus combien de temps, 15 jours, que vous avez eu l'amabilité d'accepter dans cette forme. C'est évidemment un texte qui est un texte de travail avant effectivement des comptes rendus scientifiques que nous devons à nos agences de financement respectives. Alors, évidemment, la corruption appellerait, du point de vue d'un historien, une histoire intégrée, c'est-à-dire une histoire globale qui permette de penser ensemble les différentes dimensions du phénomène. Cela dit, pour des raisons de distinction analytique, j'aimerais vous proposer 3 hypothèses générales et les soumettre à débat.
La première hypothèse scientifique générale, l'idée que la corruption est injustifiable, autrement dit que le propre de l'ère contemporaine serait ou est d'avoir constitué la corruption en problème public, en problème politique, au nom d'une morale civique en débat et au nom d'un système de valeurs qui est en pleine évolution. Deuxième hypothèse générale, la critique du favoritisme transforme les techniques de pouvoir. En d'autres termes, il y a bien des seuils de tolérance sociaux à ce que j'appellerais des formes de domination ou des rapports de pouvoir, des faveurs. Et ces seuils de tolérance sociaux évoluent tendanciellement vers le bas, et cela conditionne en partie l'évolution des techniques micropolitiques qu'on va appeler ici des patronages et des clientélismes. Ces patronages aristocratiques d'Ancien Régime se transforment peu à peu jusqu'à ces phénomènes qu'on connaît aujourd'hui, qui sont les clientélismes du temps présent, les clientélismes politiques. Évidemment, ces transformations de ces systèmes d'allocation de faveurs ne sont pas liées uniquement à ces discours qui les disqualifient. L'évolution, elle est largement due à d'autres facteurs, mais les processus de disqualification de ces types de rapports politiques expliquent aussi, au moins à la marge, leur évolution. Troisième hypothèse générale, ce que j'appellerais des entrepreneurs critiques, donc des acteurs individuels et collectifs qui portent un regard critique au nom de l'intérêt général et du bien commun sur un certain nombre d'affaires ou de scandales. Ces entrepreneurs critiques produisent des conflits idéologiques. Autrement dit, les représentations communes du bien public évoluent effectivement à l'ère contemporaine, mais elles évoluent largement, me semble-t-il, en fonction d'antagonismes entre acteurs, d'affrontements idéologiques et notamment d'affrontements sur le rôle de l'État. Alors, premier point, donc première hypothèse, cette corruption, elle est injustifiable. Là, c'est un collègue allemand, Jens Ivo Engels, qui a pas mal publié sur ces questions, 2006-2008, et il montre très nettement que ce qui est propre au temps de transition, comme disent les collègues allemands, donc au Sattelzeit, c'est-à-dire deuxième moitié du XVIIIe siècle, première moitié du XIXe siècle, ce qui est donc spécifique à cette époque, c'est le fait qu'il n'y ait plus d'argumentation possible pour légitimer des pratiques jugées corrompues. En d'autres termes, les sociétés d'Ancien Régime se caractériseraient par l'existence de normes parallèles ou de normes concurrentes, et à partir du début de ce temps de transition, eh bien, les accusations ou les soupçons de corruption ne pourraient plus du tout être justifiés. Le corollaire de cela, ce serait donc la prise à partie d'une opinion publique au nom d'une morale civique, lorsque, dans le cadre des luttes pour le pouvoir, on utilise l'accusation ou l'imputation de corruption. Donc culturellement, on peut dire que ce qui s'invente alors, c'est une sorte de renversement de perspective historique. Ça a été très bien montré d'ailleurs, de mon point de vue, dans un article, et même dans le numéro en général, consacré par la revue Anabase en 2007 à la corruption. Je pense à un article de Thomas van der Hallen sur Robespierre. Il me semble ici qu'il y a un héritage intellectuel venu des Lumières, donc le livre 8 de l'Esprit des lois de Montesquieu, je vais trop vite, bien sûr, qui permet à un certain nombre d'acteurs politiques, en France mais également dans d'autres pays d'Europe, qui leur permet de porter des projets de réforme ou de régénération qui rendent possible l'éclosion d'un nouvel état de choses à partir, je cite Thomas van der Hallen, de l'extrême corruption, de la dégénérescence de l'ancien monde. Donc, la lutte contre la corruption peut être un instrument dans un discours critique qui légitime des réformes ou la quête, en tout cas, d'un nouvel état politique et moral. Ça veut donc dire qu'il y a l'invention, qu'on a affaire à l'invention discursive d'un monde ancien, marqué par les abus,
et que l'on entend abolir ou régénérer. Alors, on connaît cela mieux en France parce qu'on le lit à Robespierre, on le lit à tout un discours révolutionnaire. Ce qui est intéressant quand on regarde les choses de manière comparatiste, c'est qu'on voit apparaître d'autres matrices idéologiques, mais avec, je dirais, des similitudes. Par exemple, pour la Grande-Bretagne, la lutte contre la Old Corruption, qui a été très bien étudiée par les historiens britanniques à partir des années 80, et on voit que dans l'Angleterre des Hanovres, donc à partir de 1760-1780, un certain nombre de discours publics qui utilisent ce thème de la Old Corruption pour mener des réformes, alors des réformes politiques. On les connaît pour le début du XIXe siècle via le mouvement chartiste, d'élargissement du corps civique, mais également des réformes économiques. Alors d'autres matrices idéologiques existent. Des collègues allemands ont pointé le fait que des groupes réformateurs de la fin du XVIIIe siècle, que l'on connaît, comme les Illuminati de Bavière, par exemple, ont utilisé également des discours de critique de la corruption de certains gouvernants ou ministres pour porter des projets réformateurs. De manière générale, je dirais donc qu'il y a une invention d'une idée, ou en tout cas d'un récit, qui oppose l'avant despotique et corrompu à un avenir vertueux et régénéré. Et on trouve des traces de cette idée qui sédimente en quelque sorte tout au long du XIXe siècle. Et ici, j'avais voulu donner l'exemple du grand dictionnaire universel du XIXe siècle de Pierre Larousse, donc le tome qui paraît en 1870, où il y a l'article corruption, et où on peut lire des choses savoureuses comme « Mais la véritable corruption n'existe plus, il faut aller la chercher dans les pays où la civilisation ne l'a pas encore chassée, en Russie, par exemple. » Alors dans cette manière de voir, alors c'est avant les grands scandales de la Troisième République, hein, bien sûr. Dans cette manière de voir, il y a donc une opposition entre deux États, un État premier qui est celui de l'arriération orientale, du despotisme, de la vénalité, mais aussi de l'impudeur et de l'absence de dissimulation, puis un État plus avancé qui est l'État de la liberté. Alors liberté entachée par la corruption électorale, que plusieurs auteurs de l'époque imputent à la Grande-Bretagne, hein, la corruption électorale, c'est le fait des Anglais. État de liberté entaché également par les influences administratives, et notamment l'idée que la forme nouvelle de la corruption, par exemple la corruption des juges et des magistrats, ce serait cela, les influences administratives et non plus la vénalité. Et état de liberté entaché également par les atteintes à la vertu. Alors là, le dictionnaire de Pierre Larousse a une formule lapidaire, les fonctionnaires sont comme les femmes, ce qui montre bien que la vertu est la même dans tous les cas, vertu civique ou vertu privée. Donc les acquis scientifiques en histoire des 10 dernières années ont pointé l'importance souvent décisive de ces débats publics, alors que plusieurs travaux antérieurs insistaient sur le caractère un peu performatif ou purement rhétorique de ces débats. Je songe à plusieurs travaux, notamment le travail d'un collègue américain sur les fonctionnaires au début du XIXe siècle, et ce collègue estimait que la réalité, c'était une réalité de patronage, de déférence, voire de népotisme, et qu'on était très très loin des grands discours sur la méritocratie, et que ceci n'avait absolument aucune incidence. Alors, toutes ces questions ont été relues plus récemment, et il me semble qu'on doit aller au-delà de cette lecture qui est un petit peu déceptive, et qui est une lecture qui a longtemps prévalu en histoire, notamment à propos des scandales. Dans l'historiographie française, mais aussi britannique des années 1960, les scandales sont des incidents, en quelque sorte, c'est-à-dire qu'ils ne modifient pas substantiellement les rapports de pouvoir et les collusions entre élites, qui servent au mieux de révélateurs. Ils nous permettent de saisir à un moment donné ce qui se passe, ce qui s'est passé avant et qui continue à se passer après. Alors, depuis une dizaine d'années, le renouveau venu des sciences sociales, et surtout de l'anthropologie et de la sociologie, ont permis de proposer d'autres approches sur ces questions, et notamment des approches sur la visibilité du pouvoir, sur ce que les scandales peuvent instituer, leur force instituante, pour le dire comme Cyril Lemieux et Damien Deblic. En d'autres termes, le constat
dominant dans l'historiographie depuis une dizaine d'années, c'est qu'il y a modification dans les discours publics, non seulement des normes de jugement, mais aussi, sans doute, au moins à la marge, de la réalité concrète. Et que ce processus prend une force nouvelle avec la naissance des scandales modernes médiatisés, et les historiens repèrent cette invention, cette jeunesse des scandales modernes médiatisés à la fin des années 1860 et au début des années 1870. On repère ça donc en France, en Belgique aussi, aux Pays-Bas, entre 1875 et 1880, en Grande-Bretagne et enfin en Allemagne. Et donc ces scandales modernes médiatisés sont nouveaux, notamment parce que la presse y est à la fois un acteur de révélation et puis un secteur économique accusé de corruption. On voit bien, par exemple, en France, le débat sur l'abominable vénalité de la presse française qui naît avec le scandale de Panama et qui se poursuit jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. Et donc on peut corréler, semble-t-il, la genèse et la diffusion de ces scandales de corruption avec la naissance ou l'affirmation de gouvernements représentatifs, libéraux, et plus largement avec la circulation des pratiques parlementaires ou des modèles parlementaires en tout cas, avec bien entendu des différences fortes entre France et Allemagne, notamment parce que dans l'Empire, évidemment, les mesures répressives, notamment les mesures contre les sociodémocrates dans les années 1880, mettent un frein aux critiques publiques. Mais pour autant, on ne peut pas dire qu'il y ait disparition de ces critiques publiques et que ça, du coup, ça empêche la genèse des scandales et du débat public en Allemagne. Alors, dans certains pays comme en Italie, on repère ces scandales plus tardivement, dans les années 1890, et grosso modo, on a le sentiment quand même qu'il y a une circulation des scandales dans un espace qui est libéral, parlementaire ou pseudo-parlementaire, et un espace où les débats autour des normes et des pratiques nouvelles, comme la technologie de vote neuve, qui est l'isoloir universel, qui se diffuse à ce moment-là, ces débats marquent ces sociétés et également ces premiers scandales de corruption. Alors dans cet espace, si on veut bien admettre son existence, la lutte contre la corruption passe par la croyance en la vertu de la publicité, de la publicisation. Là, j'avais une citation d'un petit dictionnaire paru en 1896. J'ai choisi à dessein des dictionnaires pour ne pas prêter le flanc à des critiques légitimes sur le choix de citations plus politiquement marquées. Donc, dans ce petit dictionnaire, on peut lire « Ce qui moralise dans les gouvernements libres, c'est la publicité. La corruption ne saurait résister longtemps aux attaques dans la chambre, dans la presse, dans les pamphlets. C'est la publicité qui est le meilleur moyen d'inspirer le respect de soi-même, etc. » Alors cette publicité politique devient donc une norme explicite qui régit la morale publique, alors que la norme sociale qui garantit la vie privée est la discrétion, ou le secret. Georges Simmel parle, lui, dès 1908, de secret, mais il parle aussi de discrétion, ce qui fait que je suis un peu embarrassé, n'étant pas spécialiste de Georges Simmel. Donc je le cite, « Il semble que plus la civilisation se spécialise, plus les affaires de la collectivité deviennent publiques, et plus celles des individus deviennent secrètes. » Alors le travail ici des scandales est un travail de transgression. On a quelques études maintenant sur la manière dont entre 1870 ou 1880 et 1914, les transgressions sont portées par des acteurs spécialisés, qui sont les acteurs des scandales. Il y a notamment un travail d'un collègue allemand, Frank Bösch, publié en 2009, qui s'intitule « Öffentliche Geheimnisse », donc les scandales publics, les secrets publics. Alors, il a étudié ça pour la Grande-Bretagne et l'Allemagne. On le retrouve en France, avec des acteurs qui sont publicistes ou pamphlétaires qui remettent en cause le travail à la jointure entre ces deux sphères. Je cite ici un article publié dans l'Aurore en 1898. C'est en séparant la vie privée pour la rendre inviolable de la vie publique livrée à la discussion qu'on arrive à composer des assemblées presque entières d'aigrefins, de corrompus, d'intrigants prêts à tout, vie privée, silence forcé, procès en diffamation. Voilà, c'est de Urbain Goyer, antisémite et Dreyfusard, paradoxalement. Alors,
Cette croyance en la vertu de la publicité explique l'importance des comités ou des commissions d'enquête qu'on retrouve un peu partout, y compris dans l'Empire allemand, avec un caractère moins marqué, mais néanmoins, je dirais qu'il y a bien un transfert culturel du modèle britannique, du Select Committee. Alors ces comités sont intéressants pour nous historiens parce qu'ils montrent la capacité des parlements à opérer des enquêtes et à être les auteurs de formes de régulation sur la corruption. Et ils sont intéressants aussi pour une deuxième raison, parce qu'ils montrent bien une croyance partagée en la vertu de l'enquête publique, que celle-ci soit journalistique, tournée vers la révélation, ou parlementaire. Et il nous semble que c'est peut-être cela qui place les autres formes d'enquête et les autres formes de régulation dans une position de porte-à-faux. Et notamment le cas des enquêtes judiciaires, parce que, en France en tout cas, voire en Allemagne, la répression pénale de la corruption face au scandale fait l'objet de soupçons publics réitérés sur le thème donc, de la justice aux ordres. Donc, selon les travaux récents en histoire, les scandales correspondent bien à des modes paradoxaux de régulation, et on sait qu'ils ont une force instituante, pour le dire comme cela, qui se manifeste par la création de normes, et notamment de normes légales qu'on connaît. Pour la France, la Troisième République, on a de nombreux exemples. La loi de 1889 sur le trafic d'influence, la loi de 1935 sur l'abus de biens social, le statut des journalistes, adopté en 1935 aussi, mais on devrait mentionner d'autres cas, notamment le cas de la Grande-Bretagne, où là aussi on repère bien la corrélation entre scandales de corruption, par exemple le scandale des Sales of Honors qui atteint Lloyd George en 1922, et réforme, notamment en 1925, sur l'attribution de distinctions honorifiques et l'élévation à la pairie. Donc le premier acquis scientifique de ces 10 dernières années, c'est bien cette histoire comparée de la corruption en Europe au prisme des débats publics et en particulier des scandales, donc pour la période qui s'ouvre à partir des années 1860-1870. Et donc les discussions les plus fortes entre historiens concernent, c'est pas vraiment un hasard, la période antérieure, donc la période de la fin du XVIIIe et du début du XIXe siècle, avec des discussions fortes pour savoir s'il y a discontinuité historique du phénomène ou pas. Bon, vous l'avez compris, je ne suis pas tenant de la thèse de la continuité qui est défendue par différents collègues, notamment allemands. Alors, autre débat aussi autour de la période la plus récente, donc à partir des années 1970 ou 80 plutôt, puisqu'il semble à un certain nombre de chercheurs que les débats publics changent profondément à partir de ces années, mais on est encore en discussion pour savoir, pour appréhender le sens de ces ruptures ou de ces évolutions. Alors, quelles évolutions? D'abord, la multiplication des scandales dits de corruption, et en même temps, ce qu'un collègue américain, Paul Jankowski, nomme une baisse de l'indignation civique politisée. On est rentré, pour la France, c'est un livre qu'il a publié en 2008, dans une période où ce sont les ombres de l'indignation, c'est comme ça qu'il a appelé son livre, Shades of Indignation. De même, un collègue sociologue, Damien Deblic, parle, lui, d'un désinvestissement de la forme des scandales financiers. Autrement dit, la forme de débat public initiée en France autour des scandales financiers à la fin du XIXe siècle est désinvestie par le public à partir de la fin du XXe siècle. Pour Pierre Lascoum, que l'on connaît, donc au terme d'une grande enquête collective qu'il a menée il y a quelques années maintenant, sur les perceptions de la corruption, il y a une tolérance diffuse importante à l'égard de ce que Pierre Lascoum appelle globalement les manquements à la probité publique, reprenant le nouveau code pénal. Bon, il me semble en même temps qu'on doit tenir compte de la hausse très nette des condamnations judiciaires au pénal pour corruption. On n'a jamais autant... il n'y a jamais eu autant de condamnés pour manquement à la probité publique en France. Et aussi à une diffusion de la croyance en la corruption des gouvernants dans l'opinion publique.
Bon, alors, bref, quoi qu'il en soit, il nous semble bien qu'à partir des années 70-80, il y a un changement qui s'opère, mais les discussions sont en cours de ce point de vue. Donc si on adopte cette perspective sur la corruption injustifiable, donc la transformation, la création d'un problème de politique publique adossé à une morale en négociation, il y a bien une esquisse d'histoire qui commence à apparaître, avec des phases chronologiques assez marquées, mais une esquisse d'histoire qui soulève beaucoup de difficultés pour nous, parce que on doit faire face également, bien entendu, à des périodes caractérisées par l'absence de débat public ou par la restriction des débats. Alors, dans certains cas, les collègues ne parlent pas de corruption. Par exemple, pour l'Espagne de la Restauration, entre 1873 et 1923, les collègues espagnols parlent bien de monarchie sans scandale, parlent de fraude, parlent d'influence, de caciquisme, etc., de vénalité, mais ne parlent pas de corruption. Il n'y a pas de scandale, de débat public sur ce sujet, ou du moins pas avant 1901. Dans d'autres cas, les collègues, pour d'autres périodes de restriction des débats ou d'absence de débat, parlent de corruption. Par exemple, les collègues allemands, depuis environ 15 ans, parlent de corruption à propos du Troisième Reich. Alors qu'on ne peut pas dire, pour le coup, que les débats publics soient surabondants sur la question. Alors, c'est une question importante parce qu'on sait que, à propos de certaines dictatures, les soupçons de corruption ont joué un rôle dans la désaffection d'une partie des sociétés à l'égard de ces régimes. Par exemple, une jeune collègue, Céline Vaz, l'a montré à propos de l'Espagne du second franquisme, donc dans les années 60, à l'aube des années 70, montrant que le soupçon de corruption, il y a un débat public à minima, le soupçon de corruption pèse dans le discrédit du régime franquiste vers sa fin. Donc ça a une pertinence historique, mais comment approcher dès lors cette question si l'on ne l'approche pas via les débats publics et via les scandales? Donc l'historiographie a eu tendance ces dernières années à mettre en avant une autre notion, celle de seuil de tolérance sociaux, à l'égard de pratiques qui ne seraient pas dénoncées ou constituées comme corruption, voire qui ne seraient pas perçues comme telles. Alors c'est la deuxième hypothèse que je souhaitais développer devant vous et soumettre à vos remarques, donc sur le fait que la critique du favoritisme transforme les techniques de pouvoir. Alors, un des acquis de l'historiographie récente, c'est de montrer, me semble-t-il, que la corruption ne renvoie pas à des pratiques spécifiques. On ne peut pas dire, si on prend un point de vue européen, depuis le début du XIXe siècle, la corruption c'est telle ou telle pratique. Il y a une gamme très large de comportements, de mots aussi, pour ce qu'un certain nombre de collègues allemands, notamment des historiens de l'époque moderne, nomment des techniques micropolitiques employées par des acteurs en réseau. En sciences politiques, on a longtemps discuté de cette question de la définition de la corruption, des meilleurs modèles théoriques, et depuis la fin des années 90, me semble-t-il, un certain nombre de politistes ont abandonné ce que les Américains nomment les behavior focused definitions, donc les définitions centrées sur la question des comportements, autrement dit les définitions morphologiques de la corruption ont été écartées au profit d'approches qui insistent sur la construction sociale du phénomène, des approches souvent historicisées d'ailleurs. Autrement dit, on a postulé que la corruption c'est une évaluation critique des patronages et des clientèles politiques. Donc, bon, il y a tout un débat que je n'aborderai pas, si vous voulez bien, sauf si vous me le demandez, bien sûr, du degré, il y a un débat en sciences sociales qui est un débat lancinant sur le degré de connexion entre corruption et clientèle politique, et un débat qui est important parce qu'on a toute une série d'approches qui ont opposé le clientélisme, pensé comme un troc, à la corruption, pensée comme un contrat vénal, un contrat synalagmatique. Et finalement, ces approches-là fonctionnent très mal chez les historiens
parce que ce modèle d'analyse perd beaucoup de sa valeur explicative. Pour deux raisons. D'abord parce qu'on a toute une série de projets politiques de lutte contre la corruption, de lutte pour la bonne cause, pour le dire comme ça, qu'on ne peut pas expliquer par ce biais. Et deuxièmement, parce que quand on regarde les sources documentaires, les caractères retenus pour définir de manière morphologique la corruption, on ne les retrouve pas toujours. Ce sont des caractères très très fluctuants. Par exemple, c'est pas toujours vénal, c'est pas toujours dissimulé, et on a très rarement des contrats ou des pactes entre deux parties. C'est visiblement autre chose, et cette autre chose pour nous peut être résolue si on admet que les patronages et les clientèles politiques à l'époque contemporaine entrent dans une ère de la critique et dans une ère du soupçon. Autrement dit, l'idée ici, c'est que le discours sur la corruption marque historiquement les limites de l'injustifiable, mais que ce sont toutes les formes de patronage, toutes les formes de techniques micropolitiques qui sont soumises à critique. Autrement dit, certaines formes sont étiquetées, certaines formes de domination ou d'intérêt sont étiquetées comme corrompues, mais toutes, même celles qui ne sont pas étiquetées, sont soumises au même processus critique. En d'autres termes, on ne va pas chercher à savoir, historiquement, s'il y a plus ou moins de corruption. La question n'a donc pas de sens. Alors, dans ce cadre-là, la notion de la critique du favoritisme permet d'approcher un certain nombre de réalités qui tiennent à des formes de domination, puisqu'on admet, dans cette perspective, que les patronages et les clientèles sont des formes de domination qui se caractérisent par des techniques d'allocation de faveur. Or, la notion de faveur n'est pas une notion explicative en histoire, ce n'est pas une catégorie analytique, mais elle est suffisamment importante pour permettre de resituer ces évolutions dans le temps. En effet, on la trouve dès le XVIe siècle à peu près, jusqu'à aujourd'hui. Dès le XVIe siècle, puisque ce sont les mécanismes de la faveur royale, les favoris, analysés depuis quelques années comme des situations de pouvoir informelles, le lien affectif avec un personnage choisi qui rentre en ligne de compte, et pas le statut social ou les charges officielles. Donc c'est vraiment une situation de pouvoir informel. Et on retrouve cette notion jusqu'à aujourd'hui au cœur des théories du clientélisme, si on admet que le clientélisme est donc une forme de médiation sociale inégalitaire qui repose sur un échange de faveurs entre deux ou plusieurs personnes. Or, à partir de la seconde moitié du XVIIIe siècle et jusqu'au début du XIXe siècle, on voit apparaître toute une série de discours dénonçant le favoritisme. Le favoritisme lui-même, le mot, apparaît en français entre 1798 et 1819. C'est donc une trace de ce processus critique et de ce changement des seuils de sensibilité. Alors, il est lié à toute une série de nouveaux idéaux, donc l'attachement au droit, puisque la faveur est un indice de non-droit, comme dit Gilles Guglielmi, l'attachement à la méritocratie, donc le mouvement de rejet des suppliques, l'attachement aux normes impersonnelles et la dénonciation des ruptures d'égalité, pour le dire ainsi. Donc le mot favoritisme est souvent concomitant à des dénonciations de la corruption, une sorte de synonyme dans un certain nombre de discours politisés. Je cite là, j'aime bien, c'est un extrait de Pierre-Joseph Proudhon que j'aime bien, où il dénonce Louis-Philippe et Napoléon III, et il écrit « Louis-Philippe, honnête homme, personnifia la corruption politique. Napoléon III, étranger aux affaires, tout entier à son idée napoléonienne, est devenu la providence de tout ce qui vit de favoritisme, d'intrigue, agiotage, pot de vin, escroquerie, prostitution. » Le procès critique est effectivement à peu près le même que celui que l'on trouve à propos de la corruption politique. Et l'idée, l'histoire du favoritisme et des faveurs est finalement une histoire calée
ou calquée sur celle de la corruption. Donc l'idée que la faveur ne joue plus qu'un faible rôle dans la société politique, que le temps des pouvoirs sans limite et des favoris est terminé. Mais disons que l'approche par les faveurs et par le discours sur le favoritisme permet de faire apparaître, si on veut, des formes qui ne sont des formes de domination personnalisée, de gestion des intérêts, qui ne sont pas étiquetées comme corrompues, mais qui sont réprouvées. Et ce qu'on fait apparaître par ce biais, c'est donc les transformations des patronages politiques à l'époque contemporaine, avec 4 phénomènes tendanciels, que l'on note assez souvent. D'abord la politisation de ces pratiques de pouvoir, et en tout cas, si les faveurs demandées aux puissants n'ont pas de coloration politique, elles se prêtent souvent à des traitements politisés à partir du début du XIXe siècle, peut-être plutôt en Grande-Bretagne, mais dans l'Empire napoléonien, on peut trouver des linéaments de cela, également en Allemagne. Deuxième trait net, semble-t-il, au vu des études récentes, c'est l'adaptation des faveurs à la bureaucratisation, avec un certain nombre de politiques publiques qui ne sont pas déterminées par un régime de droit, mais qui restent dans le registre de la faveur octroyée. François Buton, qui a publié une thèse sur l'État, les sourds et les aveugles en France en 2009, a bien montré que cette éducation et cette prise en charge sociale des sourds et des aveugles reste une faveur octroyée avec la Troisième République, même avec la Troisième République. Un troisième point, donc dans ces adaptations ou évolutions des formes de patronage, l'adaptation à l'industrialisation. Alors là, c'est des choses qu'on connaît bien en France depuis les années 1980. Il y a toute une historiographie sur les liens entre hommes d'affaires et hommes politiques, sur les relations entre argent et pouvoir autour de Jean-Noël Jeannet, de Jean Garrigue. Il y a d'autres travaux, désormais comparatistes, qui permettent de montrer cela, la constitution progressive de lobbies, l'apparition d'agents parlementaires spécialisés, notamment autour des chemins de fer au milieu du XIXe siècle. Et toute une série de mesures qui commencent à être prises, notamment les mesures sur les régimes d'incompatibilité légale entre mandat parlementaire et position professionnelle. Il y a un article d'un collègue hongrois, András Jäger, dans le dernier numéro des Cahiers Jaurès, qui pointe cette question qui est tout à fait importante en Hongrie au début du XXe siècle. Donc on avance sur ces sujets. Quatrième et dernier phénomène, me semble-t-il, autour de cette adaptation des patronages et de ce renouveau des discours dénonçant les faveurs et le favoritisme, la naissance de patronages d'organismes. Alors là, l'idée vient de certains collègues allemands, donc c'est la Organisationspatronage. La notion a été créée par Sofsky. On avait toute une série de travaux sur les patronages de partis, et donc sur le fait qu'il y ait création finalement d'acteurs politiques nouveaux, les partis qui transformaient les modes de notabilité et transformaient aussi les techniques d'allocation de faveurs, que ce soit des faveurs vénales ou pas d'ailleurs. Mais là, l'idée de patronage d'organisme est un petit peu plus large. Alors c'est en soi un sujet, que cette évolution des patronages de partis, et c'est notamment par ce biais-là qu'un certain nombre de collègues approchent la question du Troisième Reich et donc soulèvent le problème de savoir s'il y a eu corruption ou pas dans le Troisième Reich. Je pense à une étude de Frank Bayor il y a quelques années. On a un cas connu, en 1933, la direction du parti nazi décide de fournir aux anciens combattants du parti, c'est-à-dire à tous les militants dont le numéro d'adhérent, la carte du parti est inférieure à 100 000, il décide de leur fournir un emploi dans la fonction publique. Donc, voilà. Patronage de parti, ça veut dire ça. On a des phénomènes pas
exactement les mêmes, mais des phénomènes comparables dans l'Italie fasciste, qui ont été étudiés par Jean-Yves Dormagin. Il y a un marché de l'emploi public. Bon. Alors, c'est cette hypothèse-là sur le fait que les techniques de patronage évoluent et que le discours critique sur le favoritisme permet finalement de cerner l'évolution des seuils de tolérance. Cette perspective-là permet en même temps de montrer qu'on a affaire à des systèmes complexes, et notamment les systèmes qui naissent dans la seconde moitié du XIXe siècle, dans des cadres libéraux, plus ou moins parlementaires, connaissent à la fois une forme nouvelle et paradoxale de régulation par les scandales, dans leur forme médiatisée moderne, mais aussi d'autres formes de régulation et de tolérance, par exemple répression pénale et régulation de la corruption électorale et des fraudes, et en même temps de larges tolérances sociales à l'égard des faveurs obtenues grâce à des élus ou grâce à des représentants pour des citoyens ou des sujets ordinaires. Mais en même temps, même ces usages ordinaires, c'est-à-dire ces interventions, ces recommandations avec des élus, même ces usages ordinaires sont injustifiables politiquement. Donc on reste quand même dans un registre critique qui les rejette, et j'avais étudié il y a quelques années l'esclandre qui a eu lieu en France en 1902, lorsque le président du Conseil, Émile Combes, donc radical socialiste, écrit et rend public une circulaire au préfet sur l'attribution de faveurs publiques selon des critères politisés. Ça fait un scandale énorme. L'existence même de faveurs publiques dont l'administration pourrait disposer est refusée, en tout cas plus publiquement refusée en France. Alors cette esquisse d'histoire, là aussi on voit bien qu'il y a une série de, pour l'historien c'est ça qui importe, d'étapes chronologiques assez marquées, de discontinuités assez marquées, mais cette esquisse d'histoire soulève pour nous beaucoup de difficultés à nouveau, et ces difficultés, elles relèvent à mon sens de ce que Pierre Lascoum, dans son enquête sociologique assez récente, norme les contradictions ou les ambivalences fondamentales dans les jugements portés par des citoyens ordinaires sur la corruption et le favoritisme, donc pointant l'existence chez les mêmes personnes, souvent, d'une réprobation de principe de la corruption des gouvernants et d'une tolérance large à l'égard des arrangements individuels, c'est le terme qu'il emploie, avec des élus. Alors, c'est évidemment pas une question nouvelle, hein, on l'a repéré, je l'avais repéré il y a quelques années, dès les années 1880 en France. On demande des services, mais on ne demande pas de faveur, on est républicain, etc. Alors, la question, c'est la troisième et dernière hypothèse que je voulais vous présenter. La question, dans ce programme de recherche en tout cas, elle est posée de la manière suivante. C'est la question de savoir s'il y a des attitudes culturelles particulières qui peuvent rendre compte de cela. Et donc la question pour nous, elle s'est posée, en tout cas, en pointant le fait qu'un certain nombre d'entrepreneurs critiques ou d'acteurs collectifs critiques, en renouvelant les représentations du bien commun, produisent des conflits idéologiques. Et que ce phénomène, alors effectivement, il apparaît bien sûr au tournant du XVIIIe et XIXe siècle, ou en tout cas dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, mais il nous semble qu'il y a une évolution particulièrement forte à partir du dernier tiers, voire du dernier quart du XIXe siècle. À un moment où les acteurs en lutte pour la bonne cause, je vous dis en faisant référence à un ouvrage collectif publié il y a 3 ans par des collègues néerlandais qui s'étaient interrogés sur cette question-là, la lutte pour la bonne cause. Il me semble à un moment où les acteurs qui luttent pour la bonne cause changent et où les représentations données de la corruption, des faveurs, des patronages changent aussi. Alors, il y a plusieurs phénomènes qu'on peut pointer. D'abord, le fait que un des effets des scandales modernes médiatisés, c'est de constituer une voie d'accès à la politique pour le plus grand nombre. Le scandale, c'est vraiment un chemin de traverse de la politisation.
Et certains scandales, plus que d'autres, fournissent la matière à une sorte de récit universel qui est repris par des acteurs qui sont de tendances politiques très diverses dans des pays qui sont très différents. Alors on l'a constaté, on le savait déjà, mais on l'a constaté à un point qu'on ne soupçonnait pas pour Panama. Panama, c'est un mot qui se décline dans une série de langues en Europe très vite. Le collègue hongrois dont je parlais tout à l'heure a montré que l'expression panamisée, je ne sais pas comment on dit ça en hongrois, l'expression là est reprise dès 1897 dans les polémiques politiques, y compris par les libéraux. Les libéraux hongrois dénoncent des gens qui sont des panamistes. Alors, cette dénonciation-là retrouve en Allemagne. En 1913, Karl Liebknecht, qui est un socialiste de gauche, dénonce un scandale de corruption au Reichstag, donc à la tribune parlementaire. C'est l'affaire des Kornwalzer. Et il commence son discours en déclarant c'est schlimmer als Panama, donc c'est pire que Panama. Donc ça devient un étalon de mesure. Même chose. Alors chez quelqu'un qui n'est pas socialiste, ça c'est le moins qu'on puisse dire, qui est donc Vilfredo Pareto, dans sa sociologie en 1917, il fait du scandale de Panama la preuve que la corruption est une constante anthropologique. Autrement dit, que les prêches, je le cite, les théories éthiques et les prêches ont été absolument impuissants à faire disparaître ou seulement à diminuer la corruption politique, la preuve par Panama, en quelque sorte. Et donc dire que ces scandales fournissent des cadres de référence communs. Je ne suis pas certain pour autant, je reviendrai rapidement, que ça dessine des représentations mentales similaires. En tout cas, c'est un phénomène auquel on n'assiste pas de cette façon-là auparavant. Deuxième évolution, c'est finalement que ces discours de lutte contre la corruption et le favoritisme véhiculent des perceptions de l'État qui sont des perceptions qui nous semblent relativement nouvelles. Dans une thèse assez récente soutenue à l'EHESS il y a quelques semaines, consacrée au nombre des fonctionnaires en France, une thèse dont l'auteur, Emilien Ruiz, expliquait en substance qu'elle répond à un paradoxe. On dit toujours qu'il y a trop de fonctionnaires en France, mais pendant très longtemps, on n'a pas su combien ils étaient. Et donc la question de la comptabilité, du dénombrement des fonctionnaires est une question intéressante en histoire politique. Et donc, Emilien Ruiz montre dans cette thèse que, à partir des années 1880-1890 en France, le fonctionnarisme sert à véhiculer pour plusieurs courants politiques, notamment les libéraux, mais pas uniquement, une dénonciation de l'État qui va de pair avec une dénonciation du favoritisme. Autrement dit, les emplois de fonctionnaires, les emplois publics, s'ils s'accroissent parce qu'ils répondent à une économie clientéliste d'octroi d'un certain nombre d'avantages, de prébendes, etc. Et donc la grande question posée par des libéraux comme Paul Leroy-Beaulieu, c'est la question suivante, je le cite: comment un peuple serait-il libre à l'égard du pouvoir quand une grande partie de ce peuple se composerait de fonctionnaires et qu'à côté de ceux-ci, un nombre considérable de citoyens attendrait de l'État des dons, des encouragements, des faveurs? Alors, c'est donc un rejet du fonctionnarisme, de l'étatisme. Autrement dit, la dénonciation critique ici véhicule un rejet d'une croissance tendancielle de l'État. Et c'est un phénomène qu'on retrouve dans d'autres pays. Il y a un article récent, publié en début d'année, de deux collègues, Ronald Kruse et Annika Klein, qui montrent comment, à la fin de la Grande Guerre, donc à partir de 1916 et jusqu'en 1920, aux Pays-Bas et en Allemagne, des scandales de corruption pointent du doigt des bureaucrates et remettent en cause finalement l'espèce d'exubérance de l'État transformée par la guerre, et remettent évidemment en cause aussi les transformations du système parlementaire. Autrement dit, on a le sentiment quand même qu'à partir de la fin du XIXe siècle,
les représentations partagées du bien commun peuvent véhiculer des refus de la modernisation de l'État, et cela nous semble sous cette forme relativement nouveau. Troisième point concernant donc ces productions de conflits idéologiques au nom de ces luttes contre la corruption et les faveurs, la production contemporaine, à partir des années 1890 et au-delà, de ce que je suis tenté d'appeler une sorte de théorie des climats sur la corruption. Autrement dit, on se rend compte que dans un certain nombre de cas, des lieux, des régions, des villes sont stigmatisés, à tort ou à raison, comme des lieux de corruption et de clientélisme. Alors, un des exemples, l'exemple le mieux documenté par la recherche, c'est celui du Mezzogiorno en Italie, et notamment des villes de Naples et de Palerme. Et on retrouve dans ces processus de stigmatisation plusieurs phénomènes que on observe dans les scandales au sens habituel du terme, c'est-à-dire des campagnes de presse, des révélations médiatisées et des enquêtes parlementaires. La première enquête sur les conditions sociales, politiques, administratives à Naples et à Palerme dans leur rapport à la mafia et à la camorra, c'est une enquête demandée par des parlementaires italiens en décembre 1899 et publiée quelques mois plus tard. Et cette enquête lie le phénomène de violation répétée des lois au phénomène de formation de clientèle, avec des clientèles qui sont constituées souvent de gens qui ont des emplois publics, des offices publics, et à des phénomènes de lien d'intérêt avec la criminalité organisée. Donc violation des lois, clientélisme politique, criminalité organisée, on voit ça se prendre forme en quelque sorte à la charnière entre 19e et 20e siècle, sous cette forme. Alors un certain nombre de collègues ont fait une comparaison entre cette stigmatisation de Naples et de Palerme et la stigmatisation ou la dénonciation du caciquisme et de l'oligarchie en Espagne, puisqu'une partie des élites espagnoles dénoncent ces systèmes, et notamment ces systèmes en Andalousie, à partir de 1898-1901. Donc là, il n'y a pas de scandale, hein, pour eux, il ne s'agit pas d'un scandale, mais il s'agit d'une dénonciation et de la production, finalement, d'une représentation commune d'un lieu déviant, ou d'un lieu où l'illégalité, l'irrespect du bien public domine. On trouve aussi cela en France, peut-être un peu plus tardivement. Des travaux récents, notamment d'une jeune collègue qui est Laurence Montel, montrent la genèse de phénomènes comparables pour Marseille à partir des années 1930. Donc c'est l'idée que Marseille est le Chicago français, qu'on trouve à partir de la fin des années 20. C'est l'idée que Marseille est une ville où la criminalité organisée a un poids politique, ça renvoie à des études antérieures de ce collègue américain, Paul Jankowski. Et c'est l'idée aussi que la légalité est violée, régulière, et en tout cas que la population le soupçonne, spécialement pour certaines choses comme la régulation de la prostitution. À Marseille, dès les années 20 et 30, la population soupçonne corruption sur corruption dans le cadre de la régulation de la prostitution. Ça vient du bas. Et il me semble que là aussi, c'est des phénomènes nouveaux, en tout cas, sans doute fondateurs, dans la mesure où il y a on peut en discuter bien sûr, dans l'image actuelle, médiatique, de la corruption à Naples, à Palerme, à Marseille, des éléments qu'on trouve, dont on voit l'apparition de manière antérieure. Autrement dit, il y a bien des représentations diffuses, transversales du bien commun, de l'état juste, sur fond de lutte contre la corruption, mais des représentations qui sont en plein renouvellement à partir de la fin du XIXe siècle et qui permettent de véhiculer des idéologies qui n'existaient pas, ou pas sous cette forme, pendant le temps de transition entre la fin du XVIIIe et le début du XIXe siècle.
Alors, on l'a beaucoup étudié pour ce qui concerne l'antisémitisme politique qui s'empare de la question de la corruption. Hein. C'est Édouard Drummond qui s'empare de Panama, puis au-delà jusqu'à l'Action française qui s'empare du scandale Stavisky en 1934. On l'a beaucoup étudié, mais on l'a peut-être moins étudié, c'est ce qu'on a essayé un petit peu de faire ces derniers temps, et ce que tentent de montrer plusieurs études, on l'a peut-être moins étudié sous l'angle, je dirais, de la concurrence politique dans la critique. Et on voit apparaître cela aussi un peu avant 1900, lorsque certains scandales de corruption sont dénoncés de manière véhémente par des tenants d'idéologies antagonistes. Je vais essayer de le montrer avec Olivier Dard, donc collègue à Paris 4, dans le dernier numéro des Cahiers Jaurès, autour du scandale de corruption qui éclate en France en 1908 et jusqu'en 1914, qui est l'affaire Rochette. On voit bien qu'il y a à la fois du côté nationaliste une lecture en termes de pourriture parlementaire ou d'imputation à la République, comme le fait Charles Maurras, et de l'autre côté, du côté socialiste, il y a bien une dénonciation dans cette affaire du scandale permanent de l'exploitation capitaliste ou de la corruption de la société bourgeoise. Autrement dit, il y a bien des discours de réprobation générale de la corruption, avec des représentations qui se font écho, mais en même temps, ces discours qui convergent dans la critique sont antagonistes sur le fond, et il me semble qu'ils ne produisent pas de consensus, mais qu'ils produisent des conflits idéologiques. Alors, l'exemple qu'on connaît, l'autre exemple en dehors de la France qu'on connaît bien, qui est bien documenté par la recherche, c'est l'exemple de la République de Weimar, en Allemagne, où là, effectivement, les différents scandales de corruption qui se suivent permettent tant aux communistes qu'à l'extrême droite, donc parti nazi en tête, de construire une légende noire de la République corrompue, mais pour autant, il n'y a effectivement absolument pas de représentation commune et partagée, transversale du bien commun. C'est le choc idéologique qui prévaut au final. Est-ce que c'est de cette manière qu'on peut expliquer les conflits normatifs, comme dit Pierre Lascoum, des citoyens ordinaires qui jugent aujourd'hui la corruption, en le rapportant à cette histoire des conflits politiques? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est peut-être quelque chose que je souhaitais soumettre à débat devant vous. Bon, alors, je conclus. Il y a donc ces trois propositions liées. La première, donc la constitution de la corruption en problème public au nom d'une morale qui la condamne par principe, qui serait le propre de l'ère contemporaine. Deuxième proposition, donc la capacité de transformation des patronages et des systèmes de clientèle qui sont pourtant soumis au feu de la critique du favoritisme. Et une troisième proposition, donc le renouveau ou le renouvellement des idéologies qui sont des idéologies au nom de la bonne cause, mais qui opposent des concurrents pour l'exercice du pouvoir, et cela sur fond d'antagonisme idéologique et culturel majeur. Alors qu'est-ce qu'on attend, nous, historiens, de ces hypothèses combinées? Est-ce qu'on en attend des gains de connaissances? Oui, mais elles suscitent, vous l'avez compris, de nombreuses difficultés à l'heure actuelle dans la recherche, donc en France et dans d'autres pays. Le gain, pour nous, il est d'abord de connecter des traditions universitaires et des historiographies qui ont longtemps été un petit peu partagées. Par exemple, je vous l'ai dit, pour la France, on a eu longtemps une tendance à étudier les scandales, on les étudie encore, mais de manière différente, mais les questions de patronage, de clientèle, d'allocation de faveur ont été longtemps mises de côté. En revanche, en Espagne et en Italie, pendant très longtemps, les systèmes de patronage et de clientèle, transformisme en Italie, caciquisme en Espagne, ont été des sujets majeurs, et la question des scandales et de la corruption médiatisée n'est devenue
une question scientifique que plus récemment, depuis les années 1990, voire les années 2000. Donc, l'avantage pour nous est d'arriver avec ces propositions à connecter, à faire dialoguer entre eux des collègues, des chercheurs qui n'ont pas forcément les mêmes références. L'inconvénient, c'est que c'est tout sauf un courant scientifique dominant, hein, ce que je viens d'exposer brièvement, et que la plupart des programmes de recherche qui existent, notamment à l'échelle européenne, ont des perceptions, des définitions très éloignées de celles que je viens de donner. Hein, je pense à un programme financé par des collègues plus des Pays-Bas et de Suède, qui postule finalement qu'on peut faire des enquêtes régressives pour trouver les origines de phénomènes historiques, et que en faisant ces enquêtes régressives, on peut classer au final tout cela sur une échelle signifiante. En d'autres termes, il postule qu'il y a bien, du moins qu'on peut trouver, montrer qu'il y a plus ou moins de corruption dans une perspective historique. Pour nous, cette question est un faux problème, un non-sens en tout cas, parce que la position défendue par plusieurs collègues, enfin en tout cas plusieurs collègues la revendiquent comme constructivisme, et en tout cas c'est bien l'idée que la corruption perd son statut de constante anthropologique, perd son statut aussi de phénomène lié à une vision un peu déterministe de l'histoire, mais que la corruption n'est pas une fin en soi. Il s'agit évidemment d'éclairer le devenir de nos normes publiques et de nos conceptions du bien commun, hein, pas de s'enferrer indéfiniment sur les pratiques corrompues. Voilà, je vous remercie. J'espère que je n'ai pas été trop... Non, c'est très bien. Merci beaucoup, Frédéric Monnier.